Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc de retour aujourd'hui au format podcast. Comme ça, tu peux m'écouter en faisant ton footing, en faisant ton ménage, en mangeant, en geekant, bref, c'est comme tu veux. Je reviens pour parler justement de tout ce qui se passe un peu avec la capture de Maduro, les manifestations en Iran et toute la géopolitique américaine qui est un peu sens dessus dessous, qui fait beaucoup réagir. Et en fait, j'entends beaucoup de conneries, que ce soit de la part des médias mainstream ou même chez certains pseudo-dissidents, pour la plupart de droite et ultra pro Trump. Il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, déjà concernant les craintes ou les espoirs d'une potentielle intervention américaine en Iran. Alors je vais te donner mon avis tout de suite. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, non. Il n'y aura pas d'intervention américaine en Iran. Je ne pense pas que Trump ait spécialement envie d'embourber son pays dans une guerre où ça va s'enliser. Ce serait pire que l'Irak, ce serait pire que la Libye, que tout ce que tu veux, que l'Afghanistan et tout ça. Pour moi, ce serait un nouveau Vietnam, comme je vous l'avais dit en juin dernier, quand il y a eu ce qu'on appelle désormais la guerre des 12 jours, événement qui m'a justement motivé à revenir sur YouTube, parce que déjà à ce moment-là, j'entendais beaucoup de bêtises. Tout le monde criait à la Troisième Guerre mondiale, et moi je vous disais déjà à ce moment-là, calmons-nous les amis, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, il n'y aura même pas de guerre directe États-Unis-Iran, et c'est ce qui s'est passé, il n'y a plus de guerre directe. Il y a eu des échanges de missiles basta. Là, c'est un peu pareil. Il faut bien comprendre que en ce moment, il y a des manifestations en Iran. Ça m'étonnerait que cela débouche sur la chute du régime, parce que malgré ce que peuvent prétendre la, comment dire, les propagandistes pro-Occident, pro-OTAN, le régime iranien a beaucoup de partisans. Tandis que, alors il y a beaucoup d'opposants aussi, il y en a qui en ont marre, mais il y en a aussi qui sont ardemment attachés au régime des Mollahs. Donc c'est 50-50. De même, concernant les chiffres annoncés par rapport aux morts dus justement à la répression des manifestations, etc. Bon, le gouvernement annonce ces chiffres, donc je crois que c'est autour de 2000 ou 3000, tandis que les ONG, etc. annoncent plutôt 20 000. Bon, on sait que la réalité, elle est entre les deux. Voilà, faut pas se faire d'illusions, il faut pas non plus se laisser happer par la propagande de l'un ou de l'autre camp. Chacun avance ses chiffres, chacun avance son idéologie dans le but de gagner la bataille des idées. Parce que c'est ça la bataille la plus importante, plus encore que la bataille militaire, c'est la bataille des idées. Donc, voilà, maintenant, moi, si tu veux mon avis, évidemment, en tant qu'anti-israélien, moi, je respecte l'Iran. Je respecte l'Iran tel qu'il est actuellement. Voilà, je ne souhaite pas spécialement de regime change là-bas. Mais en même temps, je ne suis pas iranien. Hein. Donc, si les Iraniens en ont marre de l'Iran des mollahs et de l'ayatollah, c'est pas moi qui vais leur dire non, t'as pas le droit. C'est comme ce que je disais pour le Venezuela la dernière fois. Quand je disais que j'allais pas être plus vénézuélien que les Vénézuéliens, je vais pas non plus être plus iranien que les Iraniens. S'ils veulent le retour du Shah et la paix avec Israël et ainsi de suite, c'est leur problème. Ce serait dommage. Je reconnais que j'aurais les boules, mais c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec leur pays au bout d'un moment. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, les amis, n'hésitez pas, avant que je ne l'oublie, n'hésitez pas à liker en masse cette vidéo. En ce moment, ma chaîne est censurée. Euh, une vidéo peut faire 1000 vues, 1200 vues, et celle d'après, elle peut retomber à 40 ou 50 vues. Bref. Si jamais vous recevez pas les notifications, désabonnez-vous puis réabonnez-vous. Ça peut aider à recevoir les notifications. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne d'investissement, donc Samus Max Invest. Je te mets le lien en commentaire épinglé, ainsi qu'à mon Twitter, à mon X, où là c'est plus généraliste. Et voilà, je continue.
Donc, en ce qui concerne les États-Unis, donc comme je te disais, déjà, Trump, il aime pas la guerre, contrairement à l'image qu'il donne de lui-même. C'est vrai qu'il a l'air très belliqueux, mais il ne veut pas de nouvelle guerre. Son but, c'est de relancer l'économie américaine. Et pour ça, la guerre, c'est pas bon. Surtout une guerre au Moyen-Orient qui pourrait faire monter les prix des hydrocarbures, etc. C'est pas bon pour l'économie. Et puis, le fait qu'un tel régime se maintienne au pouvoir en Iran, bah, ça permet aux États-Unis de jouer sur les peurs, de vendre des armes aux pétromonarchies sunnites, à Israël. Et puis voilà, peut-être que les États-Unis souhaiteraient un regime change, mais plutôt en douceur, sur le très long terme. À force de boycotter, de, de sanctionner économiquement l'Iran, de l'isoler diplomatiquement et ainsi de suite, là peut-être qu'il voudrait un regime change, mais même ça, j'y crois pas. Moi, je pense que les États-Unis souhaiteraient plutôt continuer avec les ayatollahs et les mollahs, mais sur le modèle des pétromonarchies wahhabites, c'est-à-dire trouver un ayatollah ou un mollah pro-Amérique et pro-Israël. Ça, ce serait vraiment le jackpot pour eux, je pense. C'est mon intuition. En tout cas, ils veulent pas d'un nouveau Vietnam, ils veulent même pas d'un nouvel Irak. Et puisque j'ai parlé de sanctions et de boycott, il est quand même malhonnête de prétendre que ce genre de pays arrive en faillite économique uniquement à cause des choix de ses décideurs. Évidemment, là ça me permet de transitionner vers le Venezuela, justement. Donc le Venezuela, j'entends aussi plein de conneries de part et d'autre. Il y a ceux qui sont pro-Venezuela, pro-Chavez, qui te disent que tout était beau et tout était magnifique sous Chavez et sous Maduro. Et il y a ceux qui te disent que c'était l'enfer sur terre, que regardez, les Vénézuéliens, ils sont trop contents que Maduro se soit fait capturer. Et puis voilà, bon, moi je pense encore une fois que la réalité, elle est entre les deux. Certes, le Venezuela, ben, c'était pas la joie d'un point de vue économique, mais il est malhonnête d'affirmer que ce n'était dû qu'au choix économique des dirigeants, donc Chavez d'un côté puis Maduro ensuite. Voilà, faut bien avoir en tête que le Venezuela est un pays qu'on a isolé, qu'on a boycotté, qu'on a sanctionné économiquement, ce qui a accentué aussi hein, voilà, le marasme économique dans lequel ce pays était plongé. Et donc là, on a eu une vice-présidente hein, qui était l'adjointe de justement Maduro. Donc c'est toujours le même camp qui est en place au Venezuela. Ce n'est pas Macado. Donc celle-là, Macado, c'est la prix Nobel de la paix, qui est ultra pro-Amérique, qui est issue de l'élite comprador vénézuélienne. Et là, en fait, on voit quand même un changement de stratégie de la part des Américains. Autrefois, ils plaçaient ouvertement ceux qui étaient de l'élite industrielle et capitaliste d'un pays. Tandis que là, en fait, ils s'en foutent de faire ça. Ils ont même, je pense qu'ils n'ont pas trop envie de se griller. Je pense qu'ils préféreraient un maintien du régime actuel au pouvoir, comme pour l'Iran, mais un régime qui coopérerait en matière économique, qui laisserait les entreprises américaines avoir le monopole de l'exploitation pétrolière vénézuélienne. Donc, comme je l'ai dit dans mon podcast donc, qui était vraiment centré sur la capture de Maduro, le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole au monde, mais c'est un pétrole difficilement exploitable, qu'il faut raffiner, etc. L'Amérique a déjà du pétrole. Donc, ce n'est pas tout à fait pour le pétrole que l'Amérique y va, c'est plutôt pour en avoir le monopole et pour le vendre à son prix. Parce que oui, en fait, il faut bien comprendre que cette capture, outre le fait que, évidemment, ça, ça s'ensuit de justement ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui établit la suprématie américaine sur les Amériques, voilà, et qui est au fondement même de l'isolationnisme américain. L'isolationnisme américain, c'est quoi? C'est à l'époque où la doctrine Monroe a été établie, c'est
On s'occupe de l'Amérique, vous les Européens, vous n'y touchez pas, vous vous faites la guerre sur le vieux continent là-bas, là. Vous nous laissez l'Amérique. Donc on a si tu veux, la résurgence de ça, mais à la sauce Trump et adaptée au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on adapte cette stratégie et qu'on l'étend aussi à d'autres zones, même si on reste centré sur les Amériques. Donc pendant que Trump veut progressivement désengager voilà, ses troupes, etc., du reste de la planète, notamment du Moyen-Orient, il veut effectivement faire un pivot vers donc les Amériques, etc., mais tout en gardant de l'influence ailleurs. Hein. Ce n'est pas de l'isolationnisme à 100% non plus. Il faut bien comprendre qu'un concept s'adapte au temps et à l'espace donc, dans lequel on l'emploie. Ça ne pourra plus jamais être l'isolationnisme de Monroe, donc ça faut le comprendre. Mais voilà, ça s'inscrit à la fois dans la doctrine Monroe, mais aussi dans un contexte de ce que je qualifierais de guerre froide monétaire et commerciale, ou de guerre froide économique, donc avec la Chine, sachant que voilà, la Chine achetait beaucoup de pétrole au Venezuela. Voilà, c'était une entrée pour la Chine sur le continent américain. La Chine qui est actuellement est le principal rival des États-Unis. Donc ça, l'Amérique de Trump ne pouvait le tolérer. Et en fait, c'est ça qui se joue. Ils veulent prendre le pétrole et le vendre à leur prix à eux, à la Chine. C'est pas pour le consommer eux-mêmes. Ils en ont déjà. Ils s'en foutent. Maintenant, quand Trump dit ouvertement on y va pour le pétrole, en fait, il faut bien comprendre que ça change tout. Ça change tout parce que, en fait, ils ne prétextent même plus, les États-Unis ne prétextent même plus les droits de l'homme, la démocratie, et ainsi de suite. Non, on ne masque plus l'intérêt géostratégique de la première puissance mondiale quand il y a une intervention ou une opération. Désormais, on affirme haut et fort, on le fait dans notre intérêt. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous comprenez ou pas? C'est vraiment la loi du plus fort, qui s'applique, mais qui en plus s'assume. Et dans tout ça, ben, les petites puissances, à l'image du Venezuela, de l'Iran, etc., ben, ben, en fait, elles ont pour choix soit de se rallier au camp de la superpuissance vis-à-vis de laquelle elles sont le plus proches géographiquement, et dont elles font partie, pour faire une petite analogie, de l'espace vital, ou voilà, de, de la zone d'influence, de l'hégémone, du voisinage proche, hein, pour reprendre une terminologie plutôt russe. Bref, chaque aire géographique a sa façon de nommer les choses, chacun son vocable, mais tu m'as compris. Soit tu te rallies à la cause de la grande puissance qui est à proximité, soit tu deviens un État failli, ou alors boycotté. C'est vers ce monde-là qu'on se dirige. C'est pas tout à fait un monde multipolaire comme en rêveraient beaucoup, mais c'est plutôt un monde oligopolaire, partagé entre plusieurs superpuissances. Donc les États-Unis, qui ne sont plus une hyperpuissance, c'est fini le monde unipolaire, mais là on vit la transition, on vit un changement de paradigme géopolitique d'un monde unipolaire post-guerre froide à un monde non pas multipolaire mais oligopolaire, où les États-Unis sont toujours superpuissance, car contrairement à ce que beaucoup affirment, les États-Unis ne vont pas s'effondrer, les États-Unis ne vont pas disparaître, à moins d'une troisième guerre mondiale, mais là on va tous disparaître, mais voilà. En attendant, tant que cette troisième guerre mondiale n'a pas lieu, les États-Unis ne disparaîtront pas, ils sont encore là, et ils le font savoir. Donc les États-Unis, la Chine, la Russie peut-être, c'est moins sûr, l'Inde, l'Inde. D'ailleurs, les frontières sino-indiennes
sont à surveiller. Il pourrait y avoir une déflagration à partir de là. Il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que, il y a pas que l'Iran, il n'y a pas que Taïwan. Hein, même si voilà, Taïwan c'est actuellement l'objectif principal de la Chine, ainsi que la dédollarisation de l'économie. Hein. Voilà, le fait d'acheter, en plus, la Chine et le Venezuela s'étaient mis d'accord pour acheter le pétrole vénézuélien en yuan. Donc, vous voyez, il y a tout ça derrière. Ce n'est pas un hasard si maintenant Maduro se fait capturer. Il y a tous ces enjeux-là en sous-bassement. Ce n'est pas que le pétrole. La Russie, elle commence à s'arranger avec les États-Unis concernant l'Ukraine. Elle va pas, elle va pas contester la décision, voilà, de capturer un président de- 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 d'un pays très, très lointain. Donc, les alliés de ces petites puissances-là, bah, en fait, faut pas idéaliser ce genre d'alliance. Parce que là, autant tout à l'heure, j'ai critiqué un peu donc les espèces enfin ceux qui croient à la propagande pro-atlantiste, mais ceux qui croient à la propagande plutôt, on va dire, anti-mondialiste, tiers-mondiste, etc. Vous aussi, vous faites fausse route. Il n'y a pas d'axe de la résistance. Il n'y a pas de. Faut arrêter d'idéaliser ce camp-là. C'est chacun ses intérêts. Réel politique. Si la Russie peut s'entendre concernant l'Ukraine avec les États-Unis, l'Ukraine qui fait partie de son voisinage proche, l'Ukraine qui donne un débouché à la Russie sur les mers chaudes via la Crimée, mais évidemment que la Russie va s'en foutre du Venezuela et même de l'Iran. Et encore, l'Iran c'est plus chaud pour la Russie. Mais si un jour les États-Unis s'engouffraient dans un nouveau Vietnam en Iran, tu crois que la Russie ne s'en frotterait pas les mains? Voilà, faut voir toutes ces choses-là. C'est un échiquier. C'est un vaste échiquier où Venezuela, Iran, Groenland aussi sont des pions. Des pions dont les grandes puissances disposent un peu comme elles veulent. Parce que oui, le Groenland, bon. Donc là encore, ceux qui pensent que Trump va intervenir militairement et tout ça, mais il se fourvoie complètement. Il y a Macron qui nous a envoyé un espèce de 15 de France là-bas, là. J'ironise en disant 15 de France parce qu'en fait, il a envoyé 15 soldats. Je vois pas ce que 15 soldats feraient à l'armée américaine, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est juste du spectacle, ça. Les États-Unis n'ont pas, enfin, je pense qu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer des soldats, ou alors peut-être pour faire peur, ou je sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Trump est tellement imprévisible que, bon, voilà. Mais comment les États-Unis ont agrandi leur territoire, outre le fait d'avoir volé au Mexique la moitié de son pays? Comment? Bah, en achetant. C'était comme ça pour la Louisiane au 19e siècle, pour l'Alaska avec la Russie. En fait, il y a quelques années en arrière, quand Trump avait dit qu'il prévoyait d'acheter le Groenland, tout le monde s'était foutu de sa gueule, mais quand tu regardes l'histoire, oui, les États-Unis ont toujours racheté des territoires pour les intégrer à leur pays. Donc après, il y a plusieurs moyens de le faire. Ils sont 60 000, les Groenlandais. Tu sais, si tu organises un vote à l'ONU et que tu corromps ne serait-ce que la moitié des gens en capacité de voter au Groenland, bah c'est gagné. Voilà, il y a différentes façons de faire pour les États-Unis. Et puis en plus, il fait pression sur l'Union européenne, il augmente les droits de douane que les Européens avaient déjà acceptés via von der Leyen. Là, il menace d'augmenter les droits de douane d'encore 10%. Bon, là, les Européens, ils font mine de s'énerver et tout. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont faire genre, ils négocient. Puis au final, au lieu de les augmenter de 10%, il les augmentera de 5%. Et en prime, il va prendre le Groenland. En tout cas, ça, je le verrai de mon vivant. Si c'est pas Trump qui le fait, ce sera un autre président des États-Unis.
En tout cas, voilà les amis, pour conclure, j'ai tout dit en fait. J'ai tout dit. Merci à tous ceux et celles qui m'auront écouté jusque-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter aussi. Donnez votre avis, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi. C'est toujours intéressant. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne d'investissement, hein, car vu le contexte dans lequel on vit actuellement, il faut s'intéresser à l'investissement, hein, histoire de, voilà, ne serait-ce que s'assurer d'un destin un tant soit peu décent. Donc je vous mets le lien en commentaire épinglé et vous trouverez aussi le lien de mon Twitter, où là c'est plus généraliste, donc je peux te parler de géopolitique, d'économie, d'investissement, de football même, vraiment. C'est vraiment, le Twitter là, j'ai repris mon Twitter vraiment pour les fois où ma pensée est trop brève pour en faire un podcast, comme aujourd'hui. Et oui, là j'étais de retour au format podcast parce que je vous dis la vérité, j'avais fait une grosse vidéo sur la guerre au Mali dernièrement. Elle n'a pas marché. Et c'était pas un podcast là, c'était une vraie vidéo détaillée, etc. Du coup, ça m'a un peu découragé. Donc bon, en attendant de retrouver le courage, je reviens au podcast. Et puis voilà, j'arrête de radoter. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye.